Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce comité d'orientation économie qui cette année est un peu particulier. Tout d'abord, meilleurs vœux quand même, on est encore dans la période à toutes et à tous pour vous, pour vos familles, et que 2021 soit peut-être un peu moins compliqué que 2020, mais sur un plan sanitaire, bien sûr, ça c'est quand même le premier point. Même si ça continue à être un peu compliqué, je pense qu'une grosse partie de 2021 risque d'être un petit peu, on va dire, délicat. Donc, bienvenue pour ces rencontres de l'économie agricole, un événement qui est suivi de plus en plus et qui intéresse de plus en plus un nombre grandissant de personnes. Voilà, on fait le point tous les ans sur l'économie, la ferme 64, ce que représente la ferme 64, et en termes d'économie pour ce département, et on essaye aussi d'y ajouter des intervenants. Donc, je veux saluer ici la présence de Thierry Pouche, donc économiste à la PCA, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui avait officié l'année dernière, qui a officié plutôt l'année dernière au mois de décembre 2019 aux dernières rencontres de l'économie agricole. Et également, il y aura une intervention de Jean-Luc Lafargue qui suivra l'intervention de Monsieur Pouche. Alors en termes techniques, un peu comment on va faire. Donc, il vous est possible Monsieur Pouche fera son intervention, de poser des questions. Il y aura un échange ensuite, mais vous pouvez poser des questions par écrit. Donc, nous les reprendrons et c'est pour essayer que les choses soient plus fluides, qu'il n'y ait pas trop de temps mort et de temps perdu. Donc, on posera ensuite ces questions-là et on fera la même chose après la présentation de Jean-Luc Lafargue. On fera exactement la même chose. Si vous avez des questions, de les poser par écrit et on fera votre relais auprès des intervenants. Voilà, donc avant de donner la parole à Monsieur Pouche, un point quand même sur l'activité agricole dans notre département, donc sur 2020. Donc effectivement, ce n'est plus un secret, une année encore compliquée, difficile sur un plan climatologique, avec un automne 2019 très 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 pluvieux, avec un printemps également très pluvieux, donc les mises en place de cultures très compliquées à mettre en place. Ensuite, un été très chaud et un automne aussi un peu particulier. Donc, on est encore sur des effets climatiques relativement, on va dire, hétérogènes qui nous compliquent la vie. On peut se réjouir sur la fin de campagne des prix qui ont continué, qui sont revenus, on va dire, dans des proportions correctes pour les éleveurs, tenant compte de leur coût de production. Ça, effectivement, on en parlera avec Monsieur Pouche, c'est dû essentiellement à la baisse très importante des stocks au niveau des gros opérateurs mondiaux. La Chine et les pays asiatiques, il n'y a pas que la Chine, mais la Chine, de par sa population, a un impact énorme qui effectivement a une emprise et une empreinte forte sur les marchés aujourd'hui parce qu'il y a un gros développement. La Chine a faim, c'est tout. Et donc, ça perturbe énormément les marchés mondiaux comme on était habitué à pouvoir les suivre les années auparavant. Il faudra s'y faire. La Chine, aujourd'hui, va avoir des impacts colossaux sur l'économie agricole mondiale, on va dire. Également, je le disais en introduction, les effets des différents confinements qui ont fait que certaines productions, notamment la viticulture, a été énormément impactée de par le confinement, mais également de par la fermeture des restaurants, de par la suppression de toutes les événements festifs, donc qui fait que toute la partie viticulture a été énormément touchée. Au niveau des filières animales, je pense que le confinement et la restauration, c'est exactement la même chose. Mais je pense aussi que on peut aussi dire, après 2 ans de mise en place de la loi Egalim, que les comptes n'y sont pas. On voit encore beaucoup de productions qui sont aujourd'hui en dessous des prix de revient. Et l'effet ciseau va s'amplifier. Je parlais tout à l'heure des renchérissements des cours des céréales, des cours des protéines, du fait
de la déstabilisation des marchés mondiaux. Et c'est vrai aussi pour le marché, les filières animales qui, aujourd'hui, entre le coût de production et le prix de vente, le ciseau va continuer à s'écarter et ça va être dommageable aussi pour nos productions. Donc, ça aussi, c'est des effets que l'on suivra. Juste un mot aussi également sur l'épizootie, la grippe aviaire qui touche une fois de plus notre département et nos voisins landais, gersois et Hautes-Pyrénées. Après les épisodes 2016-2017, on retrouve encore sanitairement des gros problèmes. Et voilà, donc c'est aussi, ça déstabilise aussi énormément la filière foie gras qui aussi était déstabilisée par l'effet de la crise sanitaire, par la fermeture des restaurants, par la fermeture de toutes les espaces festifs n'étaient plus autorisés. Donc, le foie gras également subissait, avant malheureusement cette grippe aviaire, de fortes contraintes. Donc, je ne parlerai pas de notre… si je peux dire aussi un mot sur une autre crise sanitaire qui est à nos portes, qui est la fièvre porcine africaine sur l'Europe, donc qui aujourd'hui est passée en Allemagne. Allemagne, deuxième producteur de porc allemand, donc le marché européen s'est complètement bouleversé du fait que l'Allemagne était un très gros exportateur vers les pays de l'Asie, donc tous ces marchés se sont fermés et donc le marché européen est complètement déstructuré aujourd'hui. Mais malgré ça, même si on est à des prix en dessous des prix de revient, le fait que la Chine et les pays asiatiques continuent à importer énormément de viande de porc sur les autres pays européens fait que malgré tout, on limite, on va dire, les pertes et on limite la casse. Voilà, un résumé un petit peu ce que je pouvais dire. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Thierry Pouche et je vous demanderai également de couper vos micros. Je pense que tout le monde les a coupés pour ne pas qu'il y ait d'interférence et d'écho sur les différentes présentations. Voilà, donc Thierry Pouche, donc je vous ai présenté, vous êtes économiste à la PCA, chef de service. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien, oui, merci. Voilà, donc écoutez, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, je vais à mon tour profiter de la période pour présenter mes vœux à l'auditoire. Que cette année soit un peu meilleure que l'année dernière, même si rien n'est gagné, manifestement, en tout cas sur le plan sanitaire. Et sur le plan économique, évidemment, ça risque d'être assez compliqué. Donc, je crois que je vais partager mon écran. Ça avait été un peu prévu comme ça. On peut faire dérouler les diapos. Ou alors, vous préférez faire dérouler les diapos vous-même? Peut-être, oui. Peut-être, il vaut mieux peut-être, M. Pouche. Les soucis que l'on a eu de connexion, M. Pouche, oui. Hein, si Oui. vous nous dites. Allez-y, et puis je vous donnerai le signal à chaque fois. Très bien, merci. Donc, c'est pas l'écran, là. Moi, je n'ai pas le diapo à l'écran. Voilà, c'est bon, on a la mosaïque maintenant. Oui. On va y arriver. Oui, oui, oui.
Voilà, on y est Parfait. arrivé. C'est bon, je le vois, il n'y a pas de souci. On va pouvoir démarrer. Voilà. Alors, je voudrais, dans un propos introductif, rappeler un petit peu le contexte dans lequel nous sommes. D'abord, évidemment, le monde entier et la France en particulier sont en état de choc depuis l'année dernière maintenant. État de choc évidemment sanitaire, puisque on savait qu'il y aurait maintenant des pandémies qui pourraient se répandre, mais celle-ci est quand même d'une ampleur assez inédite depuis au moins la grippe de 1918-1920. Mais aussi, on est en état de choc économique, évidemment, puisque, comme je vais vous le montrer, la croissance s'est effondrée en 2020. On attend évidemment encore les résultats définitifs, mais grosso modo, on peut considérer que sur le produit intérieur brut mondial, c'est-à-dire sur la création de richesses à l'échelle du monde, on est dans une fourchette de perte de 12 à 15 000 milliards de dollars. Donc c'est quand même une récession d'une ampleur là aussi inédite. Et comme je vais vous le montrer aussi à travers des tableaux en particulier sur la zone euro, les États ont été obligés d'intervenir assez massivement pour soutenir les économies, étant donné les fermetures d'établissements, notamment de restauration hors foyer, sur le ralentissement des activités dans les usines ou dans les ports pour acheminer et débarquer les marchandises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'économie mondiale est dans une situation d'endettement qui représente 365% du produit intérieur brut de l'ensemble du monde. Donc, je vais rappeler un certain nombre de détails sur ce point-là, et avant de passer, évidemment, aux conséquences pour l'agriculture, et essayer d'identifier avec vous les principaux secteurs qui ont été touchés et qui pourraient continuer de l'être, même si certains s'en sont sortis un peu mieux dans les mois qui viennent. Et puis les réponses, évidemment, qui ont été apportées par les pouvoirs publics, que ce soit à l'échelle européenne, le plan de relance de 750 milliards qui va s'ajouter évidemment au budget de l'Union européenne pour la période 2021-2027. Et en France, l'adoption d'un plan de 100 milliards dont le secteur agricole va pouvoir bénéficier à hauteur de 1,2 milliard, comme je vais vous le montrer. Et évidemment, ça, ce sont des indicateurs et des analyses qui nous placent sur une sorte de court terme, c'est-à-dire en gros ce qui peut aller jusqu'à 2021-2022. Mais on voit bien à travers un certain nombre d'indicateurs que cette pandémie, finalement, agit comme un accélérateur de mutation. Et ça pose tout un tas de problèmes à la fois sur le modèle productif qu'il va falloir adopter à l'horizon 2050. Et on sait qu'il y a énormément de débats autour de la stratégie européenne avec le Green Deal. En France, il y a évidemment une stratégie définie pour faire une transition agroécologique. Mais il y a aussi tout ce qui relève des relations économiques internationales. Et on va voir, comme ça a été indiqué tout à l'heure par le président, le rôle prépondérant, de plus en plus prépondérant de la Chine aujourd'hui, qui va probablement structurer autour d'elle les relations internationales dans les années à venir. Bien, donc on est dans un choc économique extrêmement violent. On est dans une récession qu'on n'avait pas connue depuis au moins la fin de la guerre, voire même celle des années 30, puisque comme vous le voyez sur ce graphique, la récession de 2009, qui avait déjà été importante, puisque pour la première fois depuis les années 70, on était passé en négatif du fait de l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis et de la crise financière qui en a suivi. Mais là, on est carrément sur une autre échelle. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Je vous ai demandé de couper vos micros. Il y a des interférences et de l'écho. Ça va devenir ingérable. S'il vous plaît, coupez. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas coupé leur micro encore. C'était Plusieurs personnes qui n'ont pas coupé leur micro. Très bien. Merci, Monsieur Pouche. C'est à vous. Oui, merci. Là, on est sur une autre échelle finalement, puisque pour 2020, on est sur à peu près moins 5% de récession, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est une perte de richesse absolument colossale, comme je l'ai indiqué.
12 à 15 000 milliards de dollars. C'est quand même énorme. On n'avait vraiment pas connu ça depuis la guerre et surtout peut-être même depuis la grande récession de 1930. Et évidemment, sans les soutiens, ça aurait été pire, sans les soutiens des États. Et ce sont des plans de relance qui devraient dépasser les 10 000 milliards de dollars. Donc, on va avoir des endettements et des déficits budgétaires absolument colossaux, comme je vais vous le montrer dans un instant. Alors, quand on regarde ce qui se passe côté français, et c'était important de vous le rappeler puisque en tant qu'agriculteur parmi vous, vous avez quand même une contribution au produit intérieur brut, hein, vous créez de la richesse à travers vos productions. Et on voit bien que là, le décrochage est absolument gigantesque puisqu'on serait aux alentours de 10% de récession en 2020. Quand vous regardez, donc depuis les années 70, on est vraiment sur une tendance baissière. On a connu plusieurs récessions, mais celle-ci est vraiment d'une ampleur absolument colossale. Ce qui veut dire que quand on regarde le plan de relance qui a été adopté par le gouvernement français, 100 milliards, c'est insuffisant. Parce que si vous retirez 10% de 2400 milliards, ce qui est le montant du PIB… Ah non, vous allez aller trop vite, là. Il faut revenir sur la diapo précédente. Voilà, merci. Quand on regarde le montant du PIB, à peu près en moyenne, c'est 2400 milliards en France. Une récession de 10%, vous retirez donc 240 milliards. Il n'y a pas le compte avec le plan de relance, puisqu'on s'est limité à 100 milliards. Donc, il va y avoir certainement un certain nombre de secteurs qui vont manquer de soutien pour pouvoir rebondir. Ça, c'est dû évidemment à l'adoption de ce qu'on appelle chez les économistes maintenant la congélation de l'économie. On a vraiment congelé l'économie. On l'a mis dans un congélateur et à part quelques activités qui ont réussi à garder la tête un peu hors de l'eau, et en particulier l'agriculture et l'alimentation, mais même si elles ont été assez touchées, eh bien, le reste de l'économie a vraiment tiré vers le bas cette récession. En plus, c'est une pandémie qui tombe assez mal puisque ça intervient après une difficile sortie de crise, celle de 2008 que j'évoquais à l'instant. On était à peine sorti de cet engrenage de la crise financière de 2008 et d'autres pays européens sont encore plus touchés que nous et avaient eu plus de mal à en sortir. C'est le cas de l'Italie, de la Grèce, par exemple. Et on voit bien que ça tombait vraiment au plus mauvais moment. Mais ce qui nous inquiète, si vous voulez, et ça a été un petit peu rappelé par le propos introductif tout à l'heure, c'est que 2020, on s'en est pas trop aperçu. Vous avez tous entendu parler encore hier sur les ondes qu'il y avait eu assez peu de faillites finalement en 2020. Mais c'est parce que les tribunaux de commerce étaient eux-mêmes fermés, parce qu'il y avait les plans de soutien et les prêts garantis par l'État qui permettaient à certaines entreprises de se maintenir. Mais ce qu'on attend maintenant, au fur et à mesure que les mois vont passer et que les soutiens seront de moins en moins massifs, eh bien, c'est une chaîne de faillite à partir de 2020 qui risque d'avoir de sérieux problèmes, en particulier sur le marché du travail. Alors, dans la diapo suivante, ce je voulais aussi vous rappeler, c'est que depuis 1975, c'est-à-dire au moment des chocs pétroliers jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que finalement, les récessions ont été relativement modestes. Il y a eu même des périodes de croissance. La grande récession, c'est la crise de 2009. Et puis là, aujourd'hui, vous voyez qu'on est aux alentours de 9-10% de baisse. Donc, c'était pour vous montrer dans la chronique, là, de façon assez détaillée, avec des points de repère, choc pétrolier, la crise du système monétaire européen à l'époque, l'éclatement de la bulle Internet en 2001, etc. On est vraiment avec une crise sanitaire qui a entraîné des conséquences absolument désastreuses pour l'économie française. Et ça se traduit on le voit sur la diapo suivante, par des activités très contrastées selon les branches d'activité. Quand vous regardez un petit peu sur la gauche, vous avez finalement l'agriculture et les industries agroalimentaires qui ont connu les variations de valeur ajoutée pour 2020 relativement maîtrisées d'une certaine façon. Ce sont les plus faibles, avec certains services financiers ou évidemment tout ce qui relève de l'information et de la communication. Mais on peut dire que justement, pendant les périodes de confinement,
le fait que les agriculteurs aient continué à produire, que les industries aient continué à transformer ou que les distributeurs soient restés ouverts pour approvisionner la population, eh bien, ça a permis quand même de limiter considérablement les dégâts. Donc, de ce point de vue-là, c'est un secteur agricole et agroalimentaire qui a administré la preuve qu'on ne pouvait pas se passer d'agriculture dans des moments pareils. On peut très bien se passer d'essence pour en mettre dans son automobile puisqu'on ne pouvait pas circuler, mais il fallait que la population française, et ça a été justement le déclencheur pour montrer que l'autosuffisance alimentaire et le fait d'avoir une certaine souveraineté dans notre politique d'approvisionnement était déterminante et ça va engager évidemment les années à venir. Parce que quand on regarde les autres secteurs, évidemment, sur tout ce qui est bâtiment ou encore la construction, etc., il y a le décrochage est sérieux. Donc, on s'attend pour l'année 2021 à une flambée du chômage, évidemment, répartie sur tout le territoire, alors qu'on avait, c'est ce que je vous disais, pas mal engagé une réduction du nombre de chômeurs en pourcentage de la population active. Vous voyez que la crise de 2008, ça avait provoqué une envolée assez importante du nombre de chômeurs en France. Et on avait réussi, malgré une croissance relativement modeste d'une certaine manière, on avait réussi à enclencher une baisse de ce nombre de chômeurs. Et puis à partir de 2020, il y a un point de retournement et on devrait atteindre à la fin de l'année 2021 à peu près 10,5-11% de la population active qui devrait être concernée par des cessations d'activité dans les entreprises. Alors, je signalais les plans de relance et les plans de soutien adoptés par tous les États et par l'Union européenne en particulier. Je rappelle que dans les critères de la zone euro, les fameux critères de Maastricht, que tout le monde connaît à peu près, le déficit budgétaire ne doit pas dépasser 3% du produit intérieur brut. Donc la France était un peu mal positionnée après la crise de 2008, puisqu'on était aux alentours de 5%, mais on avait réussi en 2017 et en 2018, jusqu'en 2019, à avoir un taux, un déficit budgétaire relativement contenu, voire même en dessous du critère autorisé. Et puis avec la crise sanitaire et la crise économique, on devrait terminer l'année aux alentours d'un déficit budgétaire de 10% du produit intérieur brut, ce qui serait certainement l'un des plus élevés avec celui de l'Italie et de l'Espagne. Et même l'Allemagne, qui était pourtant considérée, comme vous le voyez sur le tableau, très vertueuse dans ses finances publiques, avec des excédents budgétaires, plus 0,6, plus 0,9, plus 1,2, etc., eh bien, va connaître aussi un lourd déficit allant au-delà du critère autorisé, c'est-à-dire moins 7% du produit intérieur brut. Et si on bascule sur les taux d'endettement des États, là aussi, la France a toujours été depuis fort longtemps assez mal positionnée en termes d'endettement public. Mais là, évidemment, on pulvérise le chiffre de 60% autorisé par les traités de l'Union européenne, enfin de la zone euro, et on serait aux alentours de 116, voire de 120% du produit intérieur brut en 2020 et probablement qu'en 2021, ça sera un peu pareil puisque, comme vous l'avez vu, le ministre de l'économie et des finances, M. Le Maire, a annoncé de nouveaux soutiens, de nouveaux plans, en particulier pour certains secteurs comme ceux de la restauration. Et même l'Allemagne a dépassé assez largement, alors qu'elle était revenue en 2018 aux alentours de 60%, eh bien, connaît un endettement tout aussi massif. Alors, juste un point particulier sur l'économie grecque, qui, vous vous en souvenez, avait quand même connu de grosses et de graves difficultés dans les années 2012-2013, au point que c'est un pays de la zone euro qui était en voie de sortie de la zone euro. Ils avaient réussi à contenir, voire un petit peu à infléchir leur endettement public. Ils vont arriver à 200%. Donc, vous voyez que c'est une économie qui va être totalement sinistrée, au moins pour cette année 2021, voire l'année suivante. Donc, c'est vraiment une source de préoccupation, cette affaire de déficit et d'endettement public, parce que, vous l'avez tous entendu, la question aujourd'hui est de savoir comment on va rembourser ces dettes, évidemment, dans les années à venir.
Alors, si je passe au secteur agricole dans un deuxième point, donc les conséquences sont importantes. Il y a de nombreux secteurs agricoles qui ont été touchés. Certains autres l'ont été un peu moins. Si je regarde du côté des productions végétales et de l'agrotourisme, ça a été quelque chose d'assez colossal. Le secteur horticole a été sans doute l'un des plus touchés, puisqu'il y a eu la fermeture d'un certain nombre d'établissements publics, un certain nombre d'établissements qui accueillaient les produits horticoles. Donc on est sur des pertes selon les régions, et en particulier dans le sud et le sud-est, la région PACA essentiellement, qui est des pertes qui peuvent aller jusqu'à 70% du chiffre d'affaires, ce qui est quand même assez énorme, avec parfois évidemment des destructions de production qu'on avait rarement vues depuis la fin de la guerre. Mais la France n'a pas été la seule touchée, puisque les Pays-Bas ont été également, gros producteurs de fleurs, comme vous le savez, ont été fortement affectés par cette crise. Je vais revenir sur la viticulture dans un instant. Je vais passer aux fruits et légumes. Là aussi, ce sont des productions qui ont été finalement plus ou moins touchées selon les raisons. Les régions, avec évidemment, dès le premier confinement, l'incertitude qui s'est répandue sur la disponibilité de la main-d'œuvre. Mais il y a quand même un point positif sur le secteur des fruits et légumes, c'est que les consommateurs ont finalement adopté une attitude assez intéressante, c'est qu'il y a eu un report des consommateurs sur les productions françaises. On a tous vu à l'époque du premier confinement une volonté de recentrer les achats, l'acte de consommation sur des circuits de proximité. Ça a aussi concerné parfois quelques productions animales, mais surtout en fruits et légumes, il y avait cette volonté de privilégier les productions France pour essayer de soutenir ces filières. En grande culture, ça a été rappelé aussi au tout début de cette matinée. Évidemment, il y a eu cette sécheresse qui a été importante et qui a entraîné un décrochage de la production assez sensible. Mais en même temps, ça a pu être contrebalancé par le fait que le prix du blé s'est orienté à la hausse depuis maintenant quelques mois. Pour plusieurs raisons. Alors, la Chine, ses importations, ça a été évoqué, et je confirme qu'aujourd'hui, en grande culture, que ce soit en blé, mais surtout pour la France en orge, la Chine absorbe des quantités absolument importantes et impressionnantes de produits de grande culture. En soja, elle a même dépassé les 100 millions de tonnes importées cette année, ce qui est absolument impressionnant. Mais il y a eu aussi d'autres phénomènes qui sont intervenus, en particulier la décision de la Russie de taxer les exportations, alors que la Russie est le premier exportateur mondial de blé, mais pour ne pas pénaliser les consommateurs sur le marché intérieur, le gouvernement de Vladimir Poutine a décidé de taxer les exportations pour retenir les quantités sur le territoire national et faire en sorte de ne pas contribuer à augmenter les prix des céréales et des produits issus des céréales. Bon, je passe rapidement sur l'agritourisme parce qu'il y a eu un effondrement de l'activité du fait des restrictions de circulation qui ont été adoptées par le gouvernement. Et on sait que c'est un secteur qui va faire l'objet d'une attention particulière dans les mois qui viennent, en matière de soutien. Donc, je voudrais peut-être insister un peu plus sur le cas de la viticulture, parce que ça, c'est vraiment pour l'année 2020 un secteur qui a été sinistré. Les causes de ce sinistre sont quand même multiples. Alors, il y a évidemment les conséquences de la pandémie, puisque avec la contraction du débouché que représente la restauration hors foyer, les cantines d'entreprise, etc., et bien évidemment, la demande s'est effondrée. Et les ventes ont chuté de 60%, certainement plus, quand on aura le chiffre définitif. Mais c'est un secteur qui était déjà touché par une crise, puisque il y avait eu, dans le cadre du conflit avec les États-Unis, entre Airbus et Boeing, la décision du président Trump de taxer assez lourdement les importations de vins et alcools en provenance d'Europe. Et ça a touché particulièrement les vins français. Et alors, en plus
Monsieur Trump, avant de partir, a pris la décision d'alourdir ses taxes douanières sur les productions françaises de 25% supplémentaires sur les vins et spiritueux qui avaient été exclus en novembre 2019. Donc, tous les vins qui sont au-dessus de 14 degrés d'alcool, les vins en vrac et les vins en cubiténaire, et les spiritueux fabriqués à partir de raisins, notamment tout ce qui concerne les cognacs et les eaux de vie de raisin. Donc l'Union européenne essaye de patienter un petit peu, elle va essayer d'adopter des mesures de soutien, un fonds de compensation pour le secteur agricole, mais surtout l'Union européenne attend avec impatience évidemment la prise de fonction de M. Biden, le successeur de M. Trump, pour voir s'il n'y aurait pas la possibilité de suspendre ou d'abroger les droits de douane infligés par les États-Unis aux vins européens et aux vins français en particulier. Donc c'est un secteur qui est vraiment dans une grande difficulté, d'autant plus que de façon générale, la consommation de vin diminue évidemment en France et dans certains pays industrialisés. Alors, diapo suivante, merci, sur les produits animaux. Alors, le secteur laitier a été aussi fortement touché à cause, encore une fois, de la contraction de la demande et de la fermeture de tout ce qui est restauration et hôtel. Il y a eu quelques incertitudes sur l'exportation, mais finalement, les exportations se sont plutôt mieux maintenues, en particulier sur les pays tiers. Il y a eu une recrudescence d'exportation, notamment au deuxième semestre. Il y a eu le pic de production printanier, évidemment, qui n'a rien arrangé, et puis le recul de la demande des transformateurs, puisque, comme les consommateurs consommaient de moins en moins, notamment de fromage, eh bien, à l'exception des fromages ingrédients, c'est-à-dire ceux destinés à la cuisine, mais pas les fromages de fin de repas, eh bien, tout cela s'est traduit par une baisse des prix, évidemment. Et on a pu voir dans certaines régions comme la Normandie, quelques éleveurs jeter leur lait du fait d'une surproduction. Alors en viande bovine, la demande, elle s'est maintenue de façon assez surprenante, mais elle s'est concentrée uniquement sur les surgelés et sur la viande hachée. Et la vente directe a pu aussi constituer un soutien assez intéressant pour les producteurs. Mais évidemment, ça n'a pas permis de compenser intégralement la fermeture des établissements de restauration collective, restaurants, hôtels, cantines, etc. Et donc, on a eu des abattages qui étaient en recul dans certaines régions. Et comme vous le savez, nous exportons pas mal sur l'Italie. Et bien l'Italie, qui était elle-même confrontée à une grave crise sanitaire et qui avait lourdement confiné sa population, eh bien, ça a été un débouché qui s'est un petit peu fermé. En viande ovine, la filière a été pendant toute l'année dans l'incertitude, puisque, à l'exception de la période de Pâques, avec une grande campagne de publicité et de commercialisation sur l'agneau français, ça n'a eu qu'un effet partiel. Donc, il y a eu quelques reports d'abattage, évidemment, et le prix a continué à diminuer. Alors, en viande porcine, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, il y a eu effectivement une bonne tenue de la demande, puisque avec les confinements, les consommateurs français se sont un peu portés sur les produits de charcuterie, salaisannerie. Mais il y a eu aussi là un impact assez fort sur le débouché que constitue la restauration hors domicile. Évidemment, la France a été aussi en difficulté, même si elle en a un peu profité, mais pas autant que nos voisins espagnols ou hollandais ou allemands, du regain d'importation chinoise du fait de la peste porcine africaine. Alors aujourd'hui, sur la viande porcine, il faut avoir à l'esprit, et ça explique d'ailleurs la croissance des importations de soja de la part de la Chine, que la Chine est en train de reconstituer son cheptel de viande de porc. Donc, ça va probablement limiter les possibilités d'exportation vers cette zone-là. Il semblerait que la peste porcine africaine commence à refluer, et donc la Chine se prépare à une reconstitution de son cheptel. Alors, diapo suivante, sur le commerce extérieur agricole et alimentaire, la situation qui s'était améliorée sur les 3 dernières années. Vous savez tous qu'il y avait eu beaucoup de débats en France sur la compétitivité de notre agriculture.
Et on voit bien que sur 2018, 2019, début 2020, on était sur un rétablissement assez intéressant de notre excédent commercial. Et bien avec la pandémie et évidemment les confinements dans un certain nombre de pays, plus les taxes douanières que nous ont infligées les États-Unis sur le vin, par exemple, eh bien, nous aurons certainement à la fin de l'année, je n'ai pas encore les chiffres définitifs, mais sur les 10 mois qui viennent de s'écouler, on est sur un recul de 2 milliards d'euros d'excédent, avec en particulier un décrochage de notre excédent viticole qui est à peu près du même ordre, 2 milliards. Heureusement que ça a été compensé par un surcroît d'exportation de produits de céréales et de blé et d'orge et de produits laitiers aussi. Et la viande porcine a également tiré son épingle du jeu puisque ses exportations ont augmenté. Mais globalement, à l'arrivée, on devrait avoir un excédent commercial qui est quand même, je le rappelle, un des rares de notre économie, avec l'aéronautique et les produits pharmaceutiques et les produits cosmétiques. L'agroalimentaire est un des rares à avoir un secteur excédentaire à l'extérieur. Eh bien, on aura une perte qui se situe aux alentours de 2 milliards, donc c'est quand même assez important. Il va falloir redresser la barre et on est assez inquiet étant donné qu'un certain nombre de pays ont reconfiné depuis le début de l'année, donc probablement que les débouchés risquent d'être encore assez précaires pour l'année 2021. Alors, je terminerai ce panorama assez général sur les conséquences sur le secteur agricole par une très mauvaise information qu'on a eue la semaine dernière par l'INSEE, c'est qu'au mois de novembre, on a eu un décrochage de près de 19% de la consommation des ménages qui, de façon assez surprenante, touche maintenant la consommation alimentaire, puisqu'on était sur, je vous l'ai dit tout à l'heure, la consommation s'était plus ou moins bien maintenue en produits agricoles et alimentaires. On était sur un bon rythme en octobre 2020 avec 6,6% par rapport à septembre 2020. Et là, il y a un nouveau décrochage. Alors, c'est bien moins important que tout ce qui est bien fabriqué, les biens durables, l'équipement du logement, etc., ou l'habillement, moins 53%. Mais vous voyez quand même que ce moins 5,8%, donc à peu près moins 6%, constitue un signal d'alerte assez important. Si la pandémie continuait et s'il y avait un nouveau reconfinement, novembre, c'est le deuxième confinement. Donc, vous voyez que les Français ont moins consommé de produits alimentaires par rapport à la période d'octobre. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, j'ai fait un panorama sur l'économie nationale et les principaux secteurs agricoles, mais je pense qu'il est difficile d'échapper à une petite quantité d'informations sur ce qui peut se passer à l'échelle mondiale maintenant. Donc, je voudrais rappeler, parce que ça va concerner les territoires d'une façon ou d'une autre, c'est évidemment les mutations à venir, puisque l'année 2020 est considérée maintenant à peu près par tous les observateurs comme une année charnière. C'est évidemment l'ambition hégémonique d'une Chine qui est de moins en moins inhibée dans ses prétentions à dominer le monde. Et la presse de ce matin encore le montrait. La Chine est la seule économie du monde à ne pas avoir connu de récession. Elle a connu une croissance très faible, mais une croissance quand même positive. Et donc, ça lui permet d'accélérer un petit peu ses ambitions, de les approfondir. Et donc, on a aujourd'hui, je voudrais insister là-dessus, une profonde redistribution des pouvoirs entre les trois principales puissances du monde, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. Et le secteur agricole est évidemment concerné. Je ne peux pas détailler beaucoup, mais le secteur agricole américain connaît une grave crise aussi. Et sans les soutiens massifs de la politique agricole américaine et les soutiens exceptionnels de l'année 2020, le revenu des agriculteurs se serait effondré aux États-Unis. Et donc, tout ce qu'on voyait arriver depuis quelques années, alors je ne sais plus si j'en avais parlé quand j'étais venu à Pau en 2019, mais tout ce qu'on voyait arriver depuis quelques temps, eh bien, s'accélère, se confirme, s'amplifie, et on se pose énormément de questions. Est-ce qu'on va avoir un changement de nature de la mondialisation, tel qu'on l'a connu depuis les années 80 ?
Est-ce que ça va être une mondialisation plus pilotée par la Chine que par les États-Unis? Ce qui veut dire que l'ordre international hérité de l'après-deuxième guerre mondiale va continuer à s'effriter et on va basculer dans quelque chose de nouveau? Ou est-ce qu'on est en train d'observer une démondialisation avec des mesures protectionnistes qui sont adoptées ici ou là, avec le souci de la souveraineté alimentaire qui peut être là aussi, qui peut s'imposer dans un certain nombre de pays. Donc on est vraiment dans une situation de bascule où on a quelques incertitudes, mais on a aussi quelques affirmations de ce qui est en train de se passer. Et la grande question, c'est évidemment le positionnement de l'Union européenne. On sait que c'est une Union européenne qui a pu négocier le Brexit, qui a trouvé un accord, qu'il soit bon ou mauvais. On sait que l'Union européenne a défini un plan de relance, même si ça a été dans la douleur, avec quelques oppositions des Pays-Bas, par exemple, ou de la Pologne ou de la Hongrie. Mais c'est quand même une Union européenne qui est vulnérable encore aujourd'hui, de par ses divisions. Elle est ébranlée par la défiance exprimée par les États-Unis, et ça ne date pas de Donald Trump, ça date même de Barack Obama à son endroit. Donc elle a quand même un triple défi à relever, cette Union européenne. Le défi de l'unité, le défi de la volonté et le défi de la capacité à s'affirmer dans un contexte de rivalité entre la Chine et les États-Unis. Est-ce qu'il faut choisir son camp ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut affirmer ses propres intérêts, ses propres valeurs et sa propre détermination? Mais quand on écoute bien à peu près l'ensemble des observateurs, c'est qu'aujourd'hui, on est peut-être à la veille d'un monopole occidental sur les affaires du monde qui est en train de s'effondrer du fait de l'affaiblissement des États-Unis, bien évidemment, et de l'affirmation de la Chine. Alors, ça présente un certain nombre de difficultés. Je ne peux pas aller très loin dans ce propos, mais il y a deux pièges qui sont à éviter aujourd'hui. Celui de l'historien grec de la Grèce antique, Thucydide, qui montrait que lorsqu'une puissance commençait à monter, la puissance en place essayait de contenir cette montée en puissance et au point de lui faire la guerre. Et puis, vous avez le piège qu'on appelle de Kindleberger, qui est un économiste des années 60, et qui avait montré que le monde ne peut pas exister sans une puissance dominante. Et c'est bien justement dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes, c'est qu'il y a une puissance dominante qui décline et une autre qui s'affirme, mais qui ne s'affirme pas peut-être aussi vite qu'on aurait pu l'imaginer. Donc on est dans un entre-deux qui n'est jamais très bon, d'après cet observateur de la vie économique et politique internationale de l'époque. Alors, 3 points importants sur cette pandémie. Il y a 3 grands défis. Est-ce qu'on va assister à une amplification des rivalités entre la Chine et les États-Unis qui ont été enclenchées par le président Trump en 2018 ? Il n'est pas du tout exclu que M. Biden, comme M. Obama, avait quand même en ligne de mire Pékin sur ses agissements, ne serait-ce qu'économiques. Je ne parle même pas des problèmes géopolitiques. Quelle va être la position de l'Europe dans ce contexte? Est-ce qu'elle va être impuissante de par ses divisions? Est-ce qu'elle va continuer à être vulnérable? Ou est-ce qu'elle va s'affirmer? Et quelle gouvernance mondiale? Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale du commerce est inopérante. Elle n'a même plus de directeur général. Le directeur général, le Brésilien M. Azevedo, a démissionné l'année dernière et il y a toujours des tensions assez importantes pour désigner un successeur. Ce sont 2 femmes qui restent en lice aujourd'hui pour lui succéder et personne n'arrive à se mettre d'accord pour désigner un directeur général ou une directrice générale. Et donc, c'est une organisation qui était déjà en difficulté puisqu'on n'arrivait pas à signer un accord multilatéral. On est tous passés par des accords bilatéraux et en particulier l'Union européenne. Et donc là, on est dans un véritable souci, comment gouverner le monde qui est en train d'évoluer sans qu'il y ait des institutions qui puissent accomplir leur mission. C'est le cas de l'OMC, je pourrais parler du FMI aussi, ou de la Banque mondiale qui est très contestée, etc., etc. Le deuxième point important, vous aurez tous reconnu le président chinois, c'est la stratégie chinoise. D'abord, les nouvelles routes de la soie. Ce sont des investissements massifs qui vont conduire la Chine à investir dans un certain nombre de secteurs, des infrastructures portuaires par exemple, et elle a déjà conquis certains grands ports européens, en particulier les ports grecs, qui sont maintenant
détenue par la puissance chinoise. C'est la stratégie du Made in China 2025, c'est-à-dire faire de la Chine la première puissance industrielle du monde, c'est-à-dire dans 4 ans maintenant. Et puis, c'est se doter de forces armées de rang mondial, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle, mais ça a été défini par le 19e congrès du Parti communiste. Il faut se doter d'un armement, et la Chine est aujourd'hui, avec les États-Unis, la puissance qui injecte des fonds budgétaires dans le secteur militaire les plus élevés du monde. Et troisième point, je rappelle que la Chine détient maintenant, dirige 4 organisations de l'Organisation des Nations Unies sur 15. Elle est à la tête de l'Organisation de l'aviation civile internationale, de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Elle a pris la direction de la FAO, donc tout ce qui relève de l'agriculture et de l'alimentation. Et elle est à la tête de l'Union internationale des communications. Je ne vous fais pas un dessin sur les débats autour de la 5G, justement. Eh bien, voilà, c'est une illustration de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Alors, les issues, ça sera le troisième point. J'ai pas mal parlé de plan de relance, donc je vais juste un peu détailler pour le cas de l'agriculture. Il y a eu un plan de relance qui a été adopté au mois de septembre 2020 de 100 milliards, qui va être pour partie financé par le plan de relance européen dont je vais parler dans un instant, par un programme d'investissement d'avenir et par la loi de finances rectificative 2020 et le projet de loi de finances 2021. Et ce sont des dépenses qui, en principe, devaient être engagées en 2020. Ça a été un petit peu avec du retard, mais ça devrait se prolonger en 2022. Donc ça signifie que, vous voyez, la crise, on la prévoit quand même assez longue dans ses conséquences, et on a étalé les financements sur presque 2 ans et demi pour pouvoir finalement essayer d'envisager de s'en sortir en 2022, même si un certain nombre d'organismes estiment qu'on ne redressera pas un certain nombre de secteurs sinistrés avant 2024 aujourd'hui. Et donc, il y a des déclinaisons sectorielles sur ce plan de relance, et pour la transition agricole, l'alimentation et la forêt, c'est une dotation de 1,2 milliard, avec en plus des mesures annexes pour la compétitivité du plan de relance, ouvertes à toutes les entreprises, soutien aux entreprises, apprentissage, soutien à la recherche, développement, etc. Alors, il y a un certain nombre de caractéristiques dans ce plan de relance, avec 3 priorités importantes pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt. C'est la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Et dans les chambres d'agriculture, le président Windsor insiste énormément là-dessus, et à juste titre, puisque là aussi, j'aurais pu vous en parler énormément, mais nous avons constaté une progression assez importante depuis le début des années 2000 de nos importations de produits agricoles et alimentaires. Donc ça, c'est le premier axe important. Le deuxième, c'est l'accélération de la transition agroécologique pour une alimentation saine, durable et locale pour tous les Français. Donc ça s'inscrit évidemment dans le projet européen de la ferme à la fourchette, avec cette perspective d'alimentation saine et durable. Et puis c'est l'accompagnement de l'agriculture, de la forêt et de l'adaptation au changement climatique. Et donc vous avez une ventilation sur ce 1,2 milliard dans le camembert de droite, avec les 3 axes reconstitués. Bien, et vous avez les 19 mesures qui sont réparties dans ces 3 axes qui en découlent. La souveraineté alimentaire en orange, donc sur les plans de modernisation d'abattoirs, le plan protéines végétales pour essayer de desserrer notre contrainte d'approvisionnement vis-à-vis des importations de soja, par exemple, avec en plus une articulation avec la problématique environnementale, puisque les importations de soja sont considérées comme amplifiant la déforestation et donc la dégradation du climat, le pacte biosécurité et bien-être animal, etc. Et puis, vous avez sur le changement climatique, je ne vais pas aller dans les détails de chaque mesure, mais le reboisement, et puis l'aide aux investissements de protection contre les aléas climatiques, et puis tout ce qui est en vert relève de la transition agroécologique et l'alimentation. Donc ça va du déploiement des projets alimentaires territoriaux qui étaient déjà enclenchés, évidemment, à la certification HVE, etc., etc.
Alors, je rappelle que ça s'articule avec le plan de relance européen qui a été doté de 750 milliards d'euros, qui a été adopté en juillet avec énormément de difficultés puisque 3 pays, les Pays-Bas, la Suède et l'Autriche, ont exigé un certain nombre de conditions pour adopter ce plan de relance. Et puis la Hongrie et la Pologne se sont manifestées à l'automne, comme vous le savez, puisque les conditions, et notamment le respect de l'état de droit, ont un petit peu fait sortir de leur gonds Varsovie et Budapest, puisqu'ils ne voulaient pas entendre parler de ce respect de l'état de droit. Vous savez tous que dans ces deux pays, il y a un certain nombre de difficultés sur la liberté de la presse, etc. etc. Bien. Mais l'originalité de ce plan de relance réside dans le fait que la Commission, pour la première fois, va emprunter sur les marchés financiers et de ce fait mutualise les dettes. C'est-à-dire que tout ce qu'on avait essayé de faire au moment de la crise de la zone euro en 2012, qui n'avait pas pu se faire étant donné des tensions au sein des pays membres de la zone euro, eh bien pour la première fois c'est arrivé. La Commission va permettre avec les États va pouvoir emprunter sur les marchés financiers et mutualiser les dettes, et elle va injecter un certain nombre de moyens financiers sur ces 750 milliards dans les États membres, et ça sera fait en proportion des répercussions de la pandémie. Donc inévitablement, un pays comme l'Italie, un pays comme l'Espagne, la France, qui ont été quand même très touchés par la pandémie, vont recevoir, et c'est ce dont je vous parlais sur le plan de 100 milliards, il y en a 40 à peu près qui vont provenir de ce plan de relance européen. Donc il faut à la fois surmonter les conséquences de cette crise sanitaire, les conséquences économiques dont j'ai parlé plus haut, mais il faut aussi que ces plans de relance favorisent et accélèrent la transition vers une économie décarbonée. Et donc il y a là évidemment un lien très étroit avec le Green Deal de l'Union européenne. Mais la difficulté, c'est que, étant donné les retards qu'on a pris avec les divisions de l'Europe, eh bien, les premiers versements pourraient arriver qu'en 2023, et on peut se demander s'il ne sera pas déjà un peu trop tard, et si on ne pourrait pas trouver des procédures pour aller un peu plus vite dans le versement de ces plans de relance. Alors, je vais terminer sur la PAC, puisqu'on m'avait demandé de dire 2 mots là-dessus. Et aujourd'hui, c'est assez indissociable, donc je vais passer sur la fresque, sur le calendrier, parce que bon, c'est un long processus. Donc, on est aujourd'hui avec la présidence portugaise ici. Donc, l'essentiel, même si le cadre financier pluriannuel, on est quasiment sur maintenant un accord. Les trilogues ont déjà un peu commencé. Mais ce qui est très important, c'est qu'avec la présidence portugaise, on est pour le printemps sur la transmission des plans stratégiques nationaux des États. Et en France, ça devrait être le cas au mois de mai 2021. Le gouvernement devrait déposer son plan stratégique national à la Commission européenne. Et je rappelle que la Commission a ensuite la mission d'évaluer ce plan stratégique national à partir des objectifs qui ont été fixés dans le texte de la politique agricole commune. Et donc, il y aura soit une approbation, soit une demande de révision du plan stratégique national dans les années à venir. Ensuite, sur le budget, il y a des choses importantes, comme je viens de le dire, qui se sont passées. Il y a eu pas mal de tensions là aussi, mais finalement, on est arrivé à un cadre financier pluriannuel 2021-2027 qui représente 1,064% du produit intérieur brut de l'Union européenne, même si le Parlement avait demandé plus 1,3%, et un certain nombre de pays ont refusé. Donc on est sur un total de à peu près 1100 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter les 750 que je viens d'évoquer. Et donc, on est sur finalement un total aujourd'hui de 1824 milliards d'euros qui vont se répartir. Vous avez un petit peu le détail. Donc, sur la PAC, 336 milliards, auxquels il faut ajouter les quelques 7,5 dans le cadre du plan de relance. Et ça se répartit donc entre le FEAGA et le FEADER, 258 et 77, 78 à peu près.
Donc ça, c'est quasiment acté. Et sur ce fonds de relance de 750 milliards, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, vous avez 3 axes là aussi, comme pour l'économie, le soutien aux États membres pour l'investissement et les réformes, la relance de l'économie et tirer les leçons de la crise. Donc, vous avez un certain nombre d'outils qui vont être mobilisés, renforcés, et d'autres vont être créés. Et donc là, vous avez une fresque FEADER, Horizon Europe, fonds investissement, fonds de transition, fonds de cohésion et bien d'autres après, avec le découpage selon la commission entre les prêts et les subventions. Et selon l'accord du Conseil, ça sera un peu plus de prêts et un peu moins de subventions. Parce que la particularité du plan de relance, elle est là. C'est qu'il va y avoir des subventions qui vont être accordées aux États membres, mais l'autre, le complément, ça sera sous forme de prêts que les États membres vont donc devoir rembourser à l'horizon 2050, voire même plus. Alors, diapo suivante, oui, c'était bon. Voilà, bon, le budget, si on raisonne en termes constants, il est en diminution de moins 10% par rapport à la programmation actuelle, moins 9,6 pour le FEAGA et moins 11 à peu près pour le FEADER. Mais si on raisonne en euros courants, on est plutôt sur un maintien. Donc, sur le FEADER, pour prendre que cet exemple, vous avez les 72 initialement fixés, et il faut ajouter après les effets du plan de relance et les 5,3 milliards au titre de l'allocation supplémentaire, dont 1,6 milliard pour la France. Voilà. Alors, cette PAC, elle a aussi d'autres particularités. D'abord, le calendrier 2021-2027, vous pouvez l'oublier. Aujourd'hui, il y aura 2 ans de transition et la vraie PAC telle qu'elle a été présentée ne pourrait être mise en application que sur la période 2023-2030. Alors, il y avait déjà eu un précédent puisque la PAC qui s'est achevée en 2020 avait pris 1 an de retard à l'époque pour cause de crise de la zone euro, justement, avec les difficultés de l'économie grecque. L'autre particularité, c'est que cette PAC devient un projet de l'État membre qui est soumis à la Commission. Donc, évidemment, c'est ce qu'on appelle, de manière maintenant assez traditionnelle, la renationalisation de la politique agricole commune. Il faut que chaque État, à travers son plan, montre que les mesures adoptées s'articulent avec les objectifs de la PAC, tant sur le plan environnemental, économique que social. Il y aura des indicateurs de résultats et les écarts entre les objectifs et les résultats seront calculés avec, de la part de la Commission, des mesures correctives, des bonus si les résultats sont atteints, voire des malus s'ils ne sont pas atteints. Donc, on est sur un réseau national PAC obligatoire maintenant, avec des acteurs qui vont collecter les données nécessaires et suivre attentivement les indicateurs qui auront été fixés. En plus, chaque État membre doit se positionner sur un certain nombre de définitions de ce qu'est l'activité agricole, une surface, une terre arable, des prairies permanentes, un agriculteur, un jeune agriculteur, etc., etc. Et évidemment, ces plans stratégiques nationaux montrent bien, il y a un écho avec le principe de la subsidiarité qui avait été lourdement réclamé par un certain nombre d'États membres. Voilà, donc on en est là, et ça sera, je pense, la dernière diapo. Le calendrier prévisionnel sur le PSN, c'est, j'insiste là-dessus, à partir du mois de mai, en principe, une transmission à la Commission, instruction et validation par la Commission sur le second semestre 2021, premier semestre 2022, et mise en œuvre du PSN et donc de la PAC en 2023. Et en France, la méthode de travail qui a été adoptée, ce sont évidemment des travaux internes au ministère avec des diagnostics qui ont été établis sous forme de matrice atouts, faiblesses, menaces et opportunités. Et les chambres ont été associées évidemment à travers un certain nombre de réunions à ces débats.
Je crois que j'en ai terminé, me semble-t-il. Voilà, si je me souviens bien. Merci beaucoup. J'ai peut-être été un peu long, mais il y avait évidemment beaucoup de choses à dire. Merci, Monsieur Pouche, pour cette intervention. Donc, je pense qu'il y a peut-être quelques questions. Alors, je ne vois pas tout le monde comme vous êtes tellement nombreux, je ne vois pas tout le monde sur l'écran. Donc, peut-être est-ce qu'il y a des questions? Je vous demande s'il y a des questions, vous prenez la parole, vous ouvrez votre micro pour poser la question et Thierry Pouche y répondra, bien sûr. Plusieurs questions ont été posées sur le chat. Donc, première personne qui pose 2 questions. Le son aussi. Alors, donc 2 questions posées par une personne. Donc, la volonté de la reconquête de notre souveraineté alimentaire n'est-elle pas compromise par l'inertie de notre système économique technocratique et de l'application du principe de précaution? Quelles sont les raisons d'y croire, compte tenu par exemple d'un accroissement continu des importations en hausse de 96% entre 2018 et 2020? Une autre question, à qui sont destinées les aides européennes au reboisement et comment solliciter ces crédits? Alors, je vais répondre à la deuxième question parce que comme je ne suis pas un spécialiste de la forêt, comment vont être et à qui vont être versées ces aides au reboisement? Peut-être que je vous inviterai à prendre contact avec le service territoire et forêt de la PCA qui vous répondra. Le chef de service, c'est François Birman, BIR-MANT. Donc, il y aura certainement là des réponses à votre question. N'ayant pas le dossier entre les mains, je risquerais de vous dire des bêtises. Sur la première question et les contradictions qu'il y a dans ce projet de reconquête de notre souveraineté alimentaire, d'abord, je voudrais répondre, si on veut la reconquérir, c'est qu'on l'a perdue, en tout cas en partie. Et donc, c'était peut-être à une certaine époque l'occasion de réfléchir si on ne risquait pas de la perdre et en cas de problème type crise sanitaire et crise économique par là-dessus, on ne risquerait pas d'être dépendant d'un certain nombre de pays fournisseurs. Je rappelle aussi que sur notre dépendance en protéines végétales, on a parfois tendance un peu à l'oublier, c'est une vieille histoire. Elle remonte au début des années 60, lorsque les États-Unis ont exigé en contrepartie de la PAC que le marché commun, l'Union européenne qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, ouvre ses frontières aux protéines végétales et donc aux produits pour l'alimentation animale sans droit de douane. Donc, je crois que la reconquête, au-delà des inerties que vous évoquez et qui sont justifiées, et notamment le principe de précaution, je crois que la reconquête pourrait aussi passer par là, c'est-à-dire pour une remise à plat de cet accord qu'on avait signé en 1962 dans le cadre de la création de la politique agricole commune. Et j'entends peu parler de ce genre de choses, ce qui pourrait, de ce point de vue, au-delà de tout ce qu'on peut apporter en matière d'aide pour essayer de déployer des productions de protéines végétales. Il y a des tas de perspectives et d'opportunités en France pour essayer de moins dépendre du soja, ça c'est sûr. Mais il y aurait peut-être aussi cet aspect-là, parce que j'ajouterais un point, c'est que dans ce qui est défini par l'Union européenne en matière de respect de l'environnement et notamment des accords de Paris dans le cadre de la COP 21, l'Europe pourrait ne pas ratifier un certain nombre d'accords commerciaux si les pays auxquels on ouvre notre marché, comme le Brésil, dans le cadre de l'accord Union-Mercosur, ne respectent pas les accords de Paris et continuent à déforester la forêt amazonienne. Je peux vous assurer que le Brésil a été furieux d'entendre ça, évidemment, puisque le Brésil est aujourd'hui passé devant les États-Unis en matière d'exportation vers l'Europe,
de soja. Et il y a une autre contradiction. Au moment fort de la guerre entre la Chine et les États-Unis, comme la Chine avait taxé en retour les importations de produits agricoles en provenance des États-Unis, et notamment le soja, le président de la Commission de l'époque, M. Juncker, avait indiqué à M. Trump que l'Europe allait importer beaucoup plus de soja pour soulager les États-Unis dans cette guerre commerciale. Donc vous voyez que les contradictions sont non seulement sur le plan bureaucratique, administratif, le principe de précaution, mais il y a aussi au sein de l'Union européenne et de la Commission en particulier des comportements qui sont étranges quand même dans des situations où on voudrait récupérer une partie de notre autonomie en protéines végétales, eh bien, on fait tout pour aller dans l'autre sens. Donc, c'est un objectif qui est particulièrement louable et qu'il faut essayer de mettre tous les moyens pour aboutir à cette ambition. Mais évidemment, il y a un certain nombre de freins et de contradictions, d'inerties, comme vous le soulignez, qui vont certainement faire en sorte qu'on va prendre du retard dans cette reconquête, mais elle est évidemment indispensable. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un désire prendre la parole? C'est-à-dire? Une précision apportée par M. Menu de la DDTM 64 concernant les aides à la forêt. Donc, vous pouvez contacter le service forêt de la DRAF Jean-Bernard Carreau. Donc, les coordonnées vous seront envoyées en même temps que le diaporama. Ok, donc écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, faites-moi peut-être une ou deux questions ou une réflexion. Vous avez parlé du plan de relance 2020-2022 qui a démarré fin 2020, début 2021. Y aura-t-il des rallonges ou pas, puisque vous avez, il me semble avoir compris qu'il est risqué d'être insuffisant. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des rallonges? Ensuite, également, une autre question, je vais vous les poser, c'est l'endettement public. Vous avez fait état d'un déficit budgétaire de plus de 10% ou autour de 10%. Quelles vont être les conséquences et les pistes? À mon avis, on doit réfléchir déjà à des pistes pour les années à venir pour rééquilibrer tout ça. Donc, quelles vont être, si vous avez, quelles vont être les pistes? Et également, une autre question. La profession agricole a été très, dans le premier confinement notamment, et dans le deuxième aussi, peut-être un peu moins, mais mis en avant par rapport à la continuer à produire, à alimenter ses concitoyens d'une manière sans qu'il y ait aucune pénurie. Donc, est-ce que vous pensez que cette dynamique et cette amplification des circuits de proximité locale va continuer, va perdurer? Est-ce que c'est quelque chose qui va être dans les changements prévisibles ou pas? Ou est-ce que ça va au fil des mois et quand la crise sanitaire va s'éteindre, on va dire, qu'on va revenir sur ce qu'on appelle communément le monde d'avant? Sur votre première question et l'hypothèse d'une rallonge au plan de relance, c'est bien possible dans la mesure où les annonces qui ont été énoncées par le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, depuis quelques jours, pour continuer à soutenir des secteurs un peu sinistrés. Si on voit que le secteur agricole a du mal à se redresser, même si c'est, comme je l'ai dit, pas celui qui a été le plus touché, mais dans cette perspective de transition, il est probable qu'il y aura une légitimité à demander un peu de rallonge si on veut aboutir. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur le déficit budgétaire, et j'ajouterai, si vous permettez, la question de l'endettement. Tant que on ne sera pas sorti de la récession, je pense que ce déficit sera au minimum maintenu, voire amplifié. Donc, l'issue, alors beaucoup de monde en parle et beaucoup le craignent,
c'est évidemment tout ce qui relève de la fiscalité, c'est-à-dire un alourdissement des impôts sur les ménages, mais aussi sur les entreprises pour essayer de renflouer les caisses de l'État. Ça serait, à mon avis, en tant qu'économiste, se tirer une balle dans le pied, parce qu'on ne pouvait pas envisager d'aider, d'apporter des soutiens massifs à un certain nombre de secteurs, dont l'agriculture, pour ensuite leur retirer sous forme d'impôts. Je pense que ça serait vraiment contre-productif. Je crois que la seule issue possible dans les années à venir, ça va être le redressement de la croissance et donc l'augmentation de la valeur ajoutée en France, parce que du fait de l'impôt maintenu à taux constant, mais de tout ce qui relève de la TVA aussi, ça ne peut que renflouer les caisses de l'État. On a eu un certain nombre de pays dans le passé qui étaient très endettés, qui ont renoué avec une croissance vigoureuse et durable. Et donc ça permet évidemment d'avoir des recettes fiscales automatiques. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas rater le coche aujourd'hui sur ce plan de relance, qu'il soit national ou européen. C'est quand même un levier considérable après des années et des années de désengagement de l'État et des États en Europe. On assiste aujourd'hui à une sorte de réinvestissement de l'État dans l'économie qui est plutôt une bonne nouvelle si on veut préserver et envisager de moderniser un certain nombre de structures économiques. Alors, sur la troisième question, la profession agricole a été mise en avant. Là aussi, je crois que c'est quand même un levier tout à fait intéressant. Il ne faut pas rater ça. Puisqu'elle a été mise en avant, c'est, à mon avis, une opportunité intéressante pour amplifier le mouvement et montrer que la profession agricole, que ce soit en temps de crise ou en rythme régulier, sans crise, eh bien, elle est là et qu'elle peut approvisionner les citoyens. Et ensuite, on voit bien, mais c'était le cas avant la crise sanitaire, il y avait déjà des frémissements, et peut-être même plus que des frémissements, une volonté de la part d'une fraction de la population de se tourner vers des circuits de proximité. Il y a eu des investissements qui ont été faits là-dessus. La concurrence est quand même assez importante à l'échelon mondial pour inciter les producteurs à se recentrer un peu plus sur les aspects territoriaux. J'ai mentionné tout à l'heure dans les mesures qui ont été adoptées pour le plan de relance, les projets alimentaires territoriaux. Ça, c'est quelque chose de tout à fait opportun et qui peut avoir dans les années à venir des conséquences intéressantes pour les agriculteurs et le maintien dans la profession. Donc effectivement, il y a une demande qui est en train de se former autour de la proximité, autour de l'ancrage territorial des productions, mais ça renvoie aussi, c'est à mon avis indissociable, sur le changement de mode de consommation de la part de nos concitoyens. On ne veut plus consommer de la même façon, on veut identifier d'où ça vient, on veut identifier le contenu, est-ce qu'il y a des traces de pollution là-dedans, est-ce que ça vient de loin, pas de loin. Donc tout ça, ce sont des prises de conscience qui peuvent amener les agriculteurs, justement, à mon avis, avec leur savoir-faire, à y répondre. Alors, il y a une question là sur face aux tensions sociales, comment garantir à chacun le droit de se nourrir? Les prix des produits agricoles peuvent-ils être la variable d'ajustement des tensions sociales? Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait une variable d'ajustement sur ce thème-là. En revanche, la question sur chacun le droit de se nourrir est une question importante parce que c'est une autre conséquence de la crise sanitaire, étant donné qu'il y a eu plusieurs confinements, qu'il y a eu des licenciements, des fermetures d'écoles pendant le premier confinement, on a vu augmenter les risques de précarisation sociale, les risques de pauvreté. Vous avez tous entendu que les associations caritatives ont vu affluer un certain nombre de personnes pour se nourrir tous les jours. Vous aviez dans certaines régions, les quartiers nord de Marseille, en Seine-Saint-Denis, en Île-de-France, pour ne prendre que ces exemples, ou même dans les Hauts-de-France, des enfants qui, à l'école, ne mangeaient qu'une fois par jour, c'est-à-dire à la cantine. Le fait de les fermer, d'avoir des parents qui ne pouvaient plus travailler parce qu'il y avait le confinement,
eh bien, ça a augmenté évidemment le nombre de personnes qui se rendaient dans des organisations alimentaires pour pouvoir obtenir des paniers et manger au moins une fois par jour. Donc ça, c'est un point important, et de ce point de vue-là, peut-être que justement, la profession agricole peut d'ores et déjà réfléchir à demander la réintroduction de l'aide alimentaire dans la politique agricole commune, alors qu'elle en a été sortie en 2014 sous la pression de l'Allemagne, justement. Et ça, c'est un point important, parce que quand on fait la comparaison avec les États-Unis, on voit bien que 75% du budget de la politique agricole américaine sont consacrés à l'aide alimentaire intérieure, c'est-à-dire à toutes les personnes pauvres, au chômage, les femmes seules avec enfants, etc., et que ça constitue une soupape de sécurité pour la population américaine. On l'a bien vu au moment de la crise de 2009, puisqu'on était à plus de 40 millions d'Américains qui avaient bénéficié de ce système alimentaire qui remonte aux années 30. Donc peut-être que là, en termes de contribution au bien-être de la société, mais aussi en termes de débouchés, le fait de réintroduire l'aide alimentaire dans la politique agricole commune constitue, selon moi, une bonne perspective, étant donné la fragilisation d'un certain nombre de nos concitoyens. Alors, il y a une autre question, je m'y attendais, et je me demandais pourquoi elle tardait tant à venir. Est-ce que l'annulation de la dette publique détenue par la BCE Alors, d'abord, la Banque centrale européenne ne détient qu'une partie de la dette publique. Et encore, pour être tout à fait précis, elle ne l'a pas acquise, cette dette publique, directement auprès des États. Elle a racheté des titres émis par les États sur un marché secondaire auprès d'organismes financiers, d'acteurs financiers, en particulier d'Europe, mais aussi du monde. La Banque centrale européenne ne peut pas, et il est interdit pour la Banque centrale européenne, de par le traité de fonctionnement de l'Union européenne, il est interdit à la Banque de Francfort d'acheter directement auprès des États des obligations que ces États émettraient pour se financer. Donc, partant de là, c'était pour être précis, est-ce qu'on peut envisager que la BCE, finalement, annule la dette publique qu'elle détient? C'est un grand risque, parce que ce qu'elle détient, en fait, ce sont des titres qu'elle a rachetés auprès d'acteurs privés. Et ces acteurs privés, si vous leur dites « j'annule la dette que j'ai », mais c'est vous qui la déteniez auparavant, là, il y a évidemment des réactions qui pourraient être assez virulentes. Donc, c'est une solution qui est controversée, mais ça pourrait évidemment changer la donne. Si vous annulez une dette, si vous faites abstraction, mais c'est une abstraction lourde et complexe, hein, si vous faites abstraction des créanciers, évidemment, vous allez vous en sortir. Mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Alors, les défenseurs, ces défenseurs la conditionnent souvent aux des investissements plus conséquents pour la transition écologique. Alors, il est vrai que la Banque centrale européenne a été interpellée par un certain nombre d'écologistes pour dire « vous ne pouvez plus prêter et racheter des titres d'État qu'à la condition que ces États s'engagent à opérer une transition écologique et agroécologique pour ce qui est du secteur agricole ». Ça tombe bien puisque Mme Lagarde s'est engagée justement à faire en sorte que la BCE apporte une contribution importante à cette transition agroécologique. Donc, je ne sais pas après comment ça va se concrétiser lorsqu'elle va continuer à racheter de la dette auprès des acteurs financiers. Mais en tout cas, c'est un engagement que la patronne de la BCE, Mme Lagarde, a pris pour essayer de faire en sorte qu'elle apporte sa contribution. Très bien, merci M. Pouche. Enfin, je sais pas s'il y a d'autres questions, mais peut-être on va en rester là parce que enfin, je veux frustrer personne, mais le temps avance. Donc une fois de plus, enfin, moi j'ai noté
quelques petites phrases en fait de votre exposé, Monsieur Pusch. C'est l'ambition hégémonique de la Chine, c'est la démondialisation. Alors c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on entend parler ou qu'on commence à parler de dé quelque chose. C'était un gros mot, la dé quelque chose, il y a encore quelques mois. Et là aujourd'hui, dans vos réflexions, démondialisation, je ne sais pas encore trop ce que ça veut dire, mais c'est peut-être une prise de conscience aussi. J'ai noté également le monopole occidental qui s'effrite. C'est aussi des choses sur lesquelles on n'était pas du tout habitué à réfléchir. J'ai noté aussi des points plus positifs, notamment l'agriculture s'en sort le mieux dans la tempête. Je pense que c'est la forte résilience de l'agriculture. On en parle souvent de cette fameuse résilience, et le monde agricole, à mon avis, saura rebondir, saura faire face aux différents événements qui vont s'imposer à lui par ces crises-là. Également, l'acte de consommation privilégier l'origine locale et française, ça aussi c'est quelque chose, c'était tabou il y a encore quelques mois, quelques années, et petit à petit ça instille dans la tête des consommateurs. C'est une très bonne chose, donc c'est des choses positives. Reconquérir notre souveraineté alimentaire aussi, et j'ai bien noté aussi sur le plan de relance, ne pas rater le coche. Je crois que ça aussi c'est très important. Le monde agricole est très mobilisé justement pour ne pas rater ce coche-là, et donc c'est au-delà des messages, moi je dirais pas pessimistes que vous avez donnés, mais c'est des messages plutôt de mise en garde et en alerte, et peut-être d'arrêter une certaine naïveté par rapport aux différents acteurs dans le monde. Le monde bouge, on a l'impression qu'on peut arrêter le monde, on est sur une île et les gens vont s'adapter à nous. Je pense que c'est une grosse erreur. Et donc, malgré cette prise de conscience, nous avons des atouts, et je pense que l'agriculture française a encore de beaux jours à avoir devant elle, mais il faut qu'elle puisse répondre et rebondir. Si vous permettez juste une phrase, hein, c'est oui, exactement ce à quoi il fallait aboutir. C'était de montrer, et dans mes propos qui ne sont pas pessimistes, ils sont lucides, hein, c'est simplement de la lucidité, rappeler que justement dans des moments de crise profonde, de crise aiguë, la France détient un atout stratégique considérable qu'on n'a pas voulu vraiment voir jusqu'à présent, mais là c'est le moment, c'est son agriculture. Ben, merci, Monsieur Pusch. Donc, on a eu une question sur est-ce que votre intervention pourra être partagée. Oui, bien sûr. Voilà, bien donc sûr. nous avons répondu par écrit que bien sûr qu'elle sera partagée sur le site de la Chambre d'agriculture, et c'est avec un plaisir. Et je vous renouvelle mes remerciements au nom de tous les participants. Je pense que votre présentation a été fort appréciée vu le nombre de questions qu'il y a eu. Et merci encore, et on va continuer. Merci à vous. Merci, Monsieur Pusch.